Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de TV78. Voici les titres de ce mercredi 23 juin. Près de 500 élèves des 12 communes de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines se sont retrouvés à l'occasion d'une journée olympique au golf national. Découvertes sportives, rencontres avec des athlètes de haut niveau ou encore démonstrations et performances. Nous reviendrons sur cette journée olympique. À Houille, les pompiers sont intervenus près de 150 fois après de violents orages qui ont provoqué des inondations dans la commune. Au total, c'est 300 foyers qui sont coupés d'électricité. La protection civile et la Croix-Rouge ont été mobilisés. Enfin, focus sur l'entrepreneuriat étudiant. Nous irons rencontrer une vingtaine d'étudiants de l'école ECO Paris-Vélizy et notre invité à ce sujet, Patrick Ginter, professeur au sein du PEPS, le pôle entrepreneuriat innovation de Paris-Saclay. Et aussi un point sur le nouveau centre de vaccination de Vélizy. Comme je vous le disais en titre, près de 500 élèves des 12 communes de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines se sont retrouvés à l'occasion d'une journée olympique au golf national ce mercredi 23 juin. L'occasion de faire des découvertes sportives ou encore de rencontrer les athlètes de haut niveau. Le reportage de Grégory Canalet. Elle est trop bien cette journée. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire plein d'activités, plein de nouveaux sports qu'on n'a pas testés. On a fait de tir au pistolet. Et on a fait de la course. Ça fait du bien au corps et c'est amusant aussi tous les deux. C'est la génération 2024. Ces jeunes vont vivre dans 3 ans les Jeux Olympiques en France. Et pour faire monter l'engouement, Saint-Quentin en Yvelines a convié 500 élèves de 18 collèges de l'agglomération au Golf National ce mercredi 23 juin. Une trentaine d'ateliers au programme pour découvrir les disciplines olympiques et paralympiques. C'est une manière très importante de permettre aux enfants de s'accaparer les Jeux Olympiques et les valeurs de l'olympisme qui sont très très importantes, les valeurs du sport, mais les valeurs de l'olympisme tout particulièrement. Si j'écarte les bras, je prends pratiquement toute la place. Cette journée était aussi l'occasion pour ces jeunes de faire la connaissance de sportifs de haut niveau. Parmi les athlètes présents, l'ancien handballeur Olivier Giraud, capitaine de l'équipe de France championne du monde en 2001 et médaillé d'or au JO de Pékin en 2008. Moi, petit, c'est comme ça aussi que j'ai évolué. J'aurais voulu que des champions qui ont réussi reviennent, transmettent. C'est un plaisir de venir transmettre. Et il y a plein de gamins, plein d'éducateurs, plein de bénévoles. Voilà, tout l'écosystème du sport est réuni. C'est une super initiative, donc obligatoire d'être présent. À la mi-journée, les jeunes ont pu assister à des démonstrations, du tumbling avec la présence d'Axel Duriez du club des Clés-sous-Bois, double champion du monde des 13-14 ans, BMX flat, football freestyle ou encore breakdance. La discipline sera olympique en 2024. C'est important de la faire connaître d'ici là pour Carlotta Dudek. À 19 ans, elle rêve de participer aux JO de Paris. Est-ce que Carlotta va gagner les JO ? Ça permet un petit peu d'avoir un premier contact avec nous et du coup nous ensuite on va pouvoir échanger avec eux, leur donner des cours, leur apprendre des mouvements. Donc nous c'est tout ce qu'on aime, pouvoir leur montrer, et, leur apprendre et avoir leur bonne humeur et tout leur intérêt en retour et ça c'est un bel échange. Saint-Quentin en Yvelines accueillera 5 épreuves des JO en 2024 au golf et vélodrome national et sur la colline d'Elancourt. Rendez-vous donné dès l'année prochaine pour une nouvelle journée olympique. Direction Houille à présent, où les pompiers sont intervenus plus de 150 fois ce mardi 22 juin suite aux inondations qui ont démarré tôt dans la matinée dès 9h30. La protection civile et la Croix-Rouge ont été mobilisées à la demande de la région. Valérie Pécresse s'est également rendue sur place. Reportage d'Astrid Bergère et Bérangère Bourgoin. La ville de Houille a été violemment touchée par les orages mardi 22 juin. Dès 9h30, la commune a été inondée, les commerces et habitations ont été impactés. On essaie de voir en fait, soit, puisque là même ça commence à monter sur le salon, donc soit on va y aller chez des amis ou chez de la famille, ou sinon on va voir. C'est ça. C'est compliqué, justement on va voir comment ça va se faire avec la protection civile et on va s'organiser avec comme ça. Une trentaine d'habitants a été mis au sec et hébergés. Au total, c'est 300 foyers qui sont coupés d'électricité. Donc aujourd'hui on a quasiment tous les quartiers de la ville qui ont été touchés, donc on a plusieurs centaines de personnes et plusieurs dizaines de domiciles qui ont été touchés. On a énormément de commerces du centre-ville qui ont été impactés. On a plusieurs commerces qui ont 50 cm d'eau là, dans les différentes parties de la ville, donc là ça a été assez massif. La présidente du conseil régional et candidate à sa réélection Valérie Pécresse s'est rendue sur place hier en fin d'après-midi. Les bénévoles de la protection civile sont mobilisés à la demande de la région
pour venir en aide notamment aux habitants. Nous avons aussi un autre partenariat avec la Croix-Rouge qui est en train de monter un gymnase d'hébergement d'urgence à la demande du maire et nous allons faire venir des food trucks pour pouvoir servir des repas d'urgence. Et l'adaptation de la ville au dérèglement climatique, c'est une compétence aujourd'hui qui est une compétence de l'État et moi je pense qu'elle devrait être décentralisée à la région. Aucun blessé n'est à déplorer. Le maire va également demander de faire reconnaître cet épisode orageux en état de catastrophe naturelle. La députée de la 4e circonscription des Yvelines, Marie Lebec, a elle aussi fait la demande que la commune de Houille soit reconnue en état de catastrophe naturelle, tout comme celle de Carrières-sur-Seine. Nous ouvrons notre thématique du jour. Ce sont peut-être des futurs entrepreneurs. Une vingtaine d'étudiants de l'école ECO Paris-Vélizy ont présenté leur projet dans le cadre d'un forum industriel. Cet établissement spécialisé dans la formation d'ingénieurs a mis à l'honneur des élèves en accueillant des représentants d'entreprises ou des institutionnels. Les détails dans ce reportage de Nicolas Dandry et Corée Stern-Chagnon. Un Magic Cube, un bras robotique ou encore une ferme verticale. Quelques exemples parmi les 11 projets industriels présentés par les étudiants de l'école d'ingénieurs ESEO Paris-Vélizy. C'est le cas de Priscilla Bensadi, étudiante en 4e année en ingénierie d'affaires. Elle a développé avec ses camarades un projet autour de la rénovation énergétique. Notre projet a été de réaliser une action de performance énergétique sur l'ensemble de notre campus afin du coup d'améliorer ses performances. Premièrement, il a été déjà important de réaliser une audit du bâtiment. Par exemple, pourquoi pas installer de nouvelles fenêtres qui s'adapteraient du coup à l'éblouissement du soleil ou des radiateurs thermiques qui sont composés de microprocesseurs et qui chaufferaient la salle grâce à ces microprocesseurs. Voilà, plein d'actions futuristes. Autre projet avec cet outil programmé pour distribuer les médicaments à l'heure donnée. Le pilulier est connecté à une application. Donc sur cette application, on va entrer le nom des médicaments. Donc là, nous avons 2 noms de médicaments rentrés. Une fois connecté, on a juste besoin de se connecter au Bluetooth. Une fois connecté, on peut faire directement envoyer et les médicaments seront sortis à l'heure souhaitée. Le campus ESEO Paris-Vélizy a été créé en 2018. C'est 230 élèves cette année répartis dans 4 options. Le big data, la cybersécurité, l'ingénierie et l'intelligence artificielle. 96% des étudiants connaissent une insertion professionnelle à la sortie de l'école. Objectif, former de futurs ingénieurs et même parfois de futurs entrepreneurs avec un accompagnement spécifique. Très concrètement, on leur fait une présentation de comment déjà on pilote la création d'une entreprise ou d'une structure, de l'idée première jusqu'à l'étude de la viabilité, etc. de l'entreprise. Donc ils ont une personne référente sur le campus ici qui peut les accompagner sur les différentes étapes du projet. Et peut-être qu'un futur entrepreneur se trouve parmi ces 11 projets présentés lors du premier forum industriel de l'école ESEO Paris-Vélizy. Et demain, jeudi 24 juin, SkiCube, l'UVSQ et l'Estaca organisent une journée dédiée à l'entrepreneuriat étudiant. Pour parler de cette journée, mais aussi de cette thématique de l'entrepreneuriat étudiant et de ses modalités, nous accueillons Patrick Ginter. Bonsoir. Bonsoir, Eleonore. Alors, vous êtes professeur en entrepreneuriat, si on peut dire ça, au sein du PEPIT PEPS, le pôle entrepreneuriat innovation Paris-Saclay, associé à l'université Versailles-Saint-Quentin, l'UVSQ. D'abord, Patrick Ginter, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat étudiant ? Alors, c'est toute une démarche à la fois de cours, d'ateliers, de tutorat, qui permet d'emmener un étudiant depuis son idée jusqu'à la création d'entreprise et donc lui permettre de venir sur le marché présenter son nouveau produit, son nouveau service, bref, donner corps, donner vie à son idée de A à Z. Quel est le profil de ces étudiants entrepreneurs que vous accueillez, vous, mais en général ? Alors, ça va aujourd'hui de la licence jusqu'au Master 2 et même jusqu'au doctorat. Nous accompagnons des projets extrêmement diversifiés à l'université. Ça peut aller de projets sur la robotique, le big data, à des projets sur la mode, le textile, voire même à la production artistique. Donc, on a vraiment des profils extrêmement variés, avec des compétences variées. Et c'est ce qui enrichit justement à la fois les projets et la démarche. Et quelles sont les modalités de ce statut d'étudiant entrepreneur ? Alors, il s'agit du statut national d'étudiant entrepreneur qu'on peut soit obtenir
pendant ces études, il y a aujourd'hui une vingtaine de projets qui sont suivis à l'Université Versailles-Saint-Quentin tout au long de leur cursus normal de diplôme, avec, lorsque c'est possible, évidemment, des aménagements sur les cours, sur les stages pour ceux qui sont en formation initiale, puisque moi, j'ai eu déjà des étudiants qui ont fait leur stage sur leur propre entreprise, en fait, qu'ils avaient créée. Donc ça, c'est pendant que vous faites votre formation jusqu'au diplôme. Et après le diplôme, vous pouvez aussi bénéficier de ce statut national d'étudiant entrepreneur au travers du diplôme étudiant entrepreneur de Paris-Saclay, qui vous conduit pendant 1 an, éventuellement 2 ans, en post-diplôme sur la maturation de votre idée. Et après, ce sont d'autres partenaires qui prennent le relais, puisque nous travaillons avec les incubateurs du territoire, que ça soit SkiCube, effectivement, sur le territoire Saint-Quentin en Yvelines, ou Incube Alliance, ou même notre partenaire Matrice et d'autres sur Paris ou sur Saclay. Voilà, et chacun joue son rôle pour accompagner, pour permettre le financement de ces projets et pour les amener en viabilité sur le marché. Y a-t-il des craintes quand on se lance en tant qu'étudiant, en tant que jeune du coup, dans l'entrepreneuriat ? Alors oui, évidemment, il y a beaucoup d'opportunités, il y a aussi des risques à la clé. Qui est entrepreneur c'est aussi gérer son risque, évidemment. Le premier, c'est le temps. Il faut pouvoir dédier du temps, il faut pouvoir dédier de l'énergie. C'est pour ça que lors de nos comités d'engagement, que ce soit en juillet ou en janvier de chaque année, nous regardons étroitement et de très près la motivation des étudiants qui viennent soit seuls, soit en binôme, soit en trinôme, pour être sûr qu'ils iront jusqu'au bout de leur idée. Donc le temps, la motivation, c'est quelque chose de primordial. Après, on les accompagne tout au long du cheminement. Donc, le recours, je dirais, à l'étude de marché, on leur apprend à la faire. Le recours au financement, ils rentrent dans un réseau de relations qui leur permet d'aller chercher des prêts d'honneur, des contacts avec la BPI, la banque, etc. et qui permet effectivement d'aller étape par étape au contact du client, au contact des fournisseurs, au contact des partenaires. Voilà. Et c'est ça que nous, au sein du réseau Pépite Peps, de tous les campus accompagnants, nous pouvons leur faciliter tout au long de l'année. Alors, on en parlait tout à l'heure. Demain, jeudi 24 juin, une journée dédiée, du coup, est organisée à l'entrepreneuriat, à Saint-Quentin-en-Yvelines sur l'entrepreneuriat étudiant, pardonnez-moi. Quel va être son programme et quel est son but de cette journée ? Alors, nous avons effectivement souhaité organiser cette journée complète avec notre partenaire SkiCube, avec, je souhaite remercier Jean-Luc Méraud et Valérie Cariou, qui sont nos contacts privilégiés, ainsi que, évidemment, tous les services de Saint-Quentin qui nous ont accompagnés. Nous avons monté ce programme au sein de Versailles-Saint-Quentin avec ma collègue Virginia Branco et notre vice-président Philippe Kécu et l'Estaca avec mon collègue Stéphane Masson. Voilà, c'est un programme qui s'est monté depuis plusieurs mois. Nous souhaitons organiser le matin un start-up game avec notre partenaire Matrice qui va leur permettre d'expérimenter des méthodes comme le design thinking pour réfléchir à l'aménagement et l'accessibilité des villes en prévision des Jeux paralympiques de 2024. Donc c'est un sujet à la fois riche d'innovation, de créativité, mais on va les accompagner sur 2 heures en équipe pour essayer de donner vie à ce projet, de le prototyper et de le pitcher comme s'ils étaient effectivement en situation devant des investisseurs. Et l'après-midi, avec le Design Spot de Paris-Saclay, avec Vincent Créance et son équipe, nous allons leur permettre de participer à un atelier sur ce que c'est que le design, ce que ça apporte à une entreprise, que ça soit sur un produit innovant, sur un site web, sur la manière d'appréhender le véritable besoin du client, de se mettre dans les chaussures du client et de l'utilisateur et d'être capable d'innover, pas seulement technologiquement, mais aussi en termes d'ergonomie, en termes de beauté du produit aussi, tout simplement, de prise en main et de bien comprendre l'aspect complet, systémique que peut avoir un nouveau produit lorsqu'il arrive sur le marché. Une journée donc riche en enseignements, en tout cas c'est ce qu'on souhaite. Merci Patrick Ginter d'avoir été avec nous pour cette édition. Dans le reste de l'actualité, depuis le 15 juin, le centre commercial Westfield Vélizy 2 a ouvert un centre de vaccination. 2000 m², 30 agents administratifs et médicaux. Le centre est sans rendez-vous et gratuit. Il est accessible jusqu'au 28 août. Reportage d'Astrid Bergère. Nouveau centre de vaccination dans les Yvelines, il est ouvert depuis le 15 juin au centre commercial Westfield Vélizy 2.
Un espace de 2000 m² mis à disposition par le centre en collaboration avec les autorités afin de favoriser l'accélération de la campagne de vaccination. Je crois que le souhait de la préfecture, de l'ARS et du département, c'était véritablement d'aller à la rencontre des gens. Les centres de vaccination sur rendez-vous, c'est je fais une démarche proactive. Ici, c'est encore plus dynamique. Le centre se déplace et vient à la rencontre de nos clients. Ils sont nombreux et on peut profiter d'une séance shopping, de courses alimentaires pour faire en 20 minutes une vaccination libre, gratuite et sans rendez-vous. C'est le point le plus important. C'est le vaccin Pfizer qui est administré dans ce centre sans rendez-vous. Il attire les volontaires. Je pensais que c'était important de se faire vacciner, donc étant donné qu'on nous mettait la vaccination sans rendez-vous, je trouvais que c'était plutôt pratique, donc je suis venu. Pour moi, c'était vraiment, enfin, ça rend la chose vraiment beaucoup plus facile. C'est simple, parce que c'est proche et c'est sans rendez-vous. Les 12-17 ans peuvent se faire vacciner depuis le 15 juin, mais dans ce centre, ils sont assez peu nombreux. Ces derniers jours, on a constaté qu'à peu près 10% des gens que nous accueillons étaient des mineurs de 12 à 18 ans. Donc c'est plutôt un bon démarrage. Vraiment ici, on lance un appel à tous ces jeunes qui vont partir en vacances, qui vont sortir, un peu faire la fête, pour se protéger leurs proches en venant rapidement, sans rendez-vous, gratuitement se faire vacciner avec l'autorisation de leurs deux parents, bien évidemment. Le centre de vaccination de Westfield-Vélizy 2 est ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h et ce jusqu'au 28 août. Pour refermer cette édition, la mairie d'Andrézy vient de procéder à l'enruchage de son tout nouveau rucher municipal. 6 essaims d'abeilles noires sont donc les nouveaux voisins de la maison du Moussel et de l'hôtel de ville. Regardez. 12 000 habitants et désormais 6 ruches, la municipalité d'Andrézy vient d'installer des essaims d'abeilles noires à proximité de la mairie. Avec plusieurs agents, ils ont enruché les essaims le 17 juin dernier. Un enruchage, c'est pas compliqué. Les essaims ont été mis dans une petite boîte en polystyrène que l'on appelle ruchette. Et nous allons sortir toutes les abeilles des ruchettes pour les mettre dans leur vraie ruche, dans leur belle ruche, bien grande, confortable. Et elles y resteront, si tout va bien, pendant de longues années. Pour le maire, lui-même apiculteur amateur, c'est une façon de sensibiliser aussi bien les enfants que les agents de la commune à protéger cette espèce indispensable. Nous avons une ruche par groupe scolaire. Donc chaque école a personnalisé sa ruche et il va y avoir ensuite un enseignant référent, une classe référente. Et cet enseignant et cette classe, avec l'aide bien évidemment des techniciens, d'un apiculteur, vont s'occuper des ruches. Il va y avoir des séquences pédagogiques autour de la vie de l'abeille, de la vie de la ruche. La ville a aussi lancé une campagne de financement participatif. Objectif, récupérer 5 000 € pour des aménagements sur le rucher municipal. Les Bâtiments de France nous ont demandé une clôture avec des règles architecturales à respecter puisque nous sommes dans une zone classée. Et là, du coup, c'est beaucoup plus cher. Voilà, donc on va créer une clôture en bois avec dessus de la documentation pédagogique. Pour le moment, la mairie a récupéré un peu plus de 50% de la somme, soit 2 600 €. Et pour la première récolte de miel, il faudra encore patienter un petit peu jusqu'à juillet, si tout va bien. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain à 18h en direct dans le 7-8 journal présenté par Grégory Canalet. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle soirée.